Bonjour, vous allez donc assister à une conférence sur la finance durable, ou plus exactement comment rendre la finance plus durable. Cette conférence est organisée dans le cadre du Printemps de l'économie par une association qui s'appelle La Finance pour tous, que j'ai le plaisir de diriger opérationnellement. Et je voulais juste, avant que le débat ne commence et avant de laisser la place à Dominique Rousset qui vous présentera le débat, vous dire 2-3 mots sur La Finance pour tous, qui, dans un langage plus châtié, s'appelle l'Institut pour l'éducation financière du public, d'où l'acronyme IEFP. Donc c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 2006, qui est une association d'intérêt général à but non lucratif. Et cette non-lucrativité nous permet de faire des tas de choses avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel nous avons signé une convention dès 2009 et qui est renouvelée très régulièrement jusqu'à ce jour. Nous sommes agréés par le ministère depuis 2011. Nous avons signé des conventions de partenariat avec les académies et nous sommes un acteur de la stratégie nationale d'éducation financière. Je ne vous embêterai pas plus avec ça. Nous avons des outils qui vous permettent, vous, étudiants, enseignants, ou grand public d'une manière générale, à mieux comprendre ces sujets. Donc, d'abord quelques ouvrages papier, on en fait encore, et on en a même quelques-uns qui sont des e-books. Mais nous avons, dans le cadre de notre partenariat avec l'Éducation nationale, créé un ouvrage sur les mathématiques et l'éducation économique et financière. Nous avons fait un tour de la finance en 10 étapes chez Duno. Nous avons fait plusieurs ouvrages pour les nuls, dont le dernier en date est bien placé son argent pour les nuls. Mais surtout, nous avons un site internet qui s'appelle lafinancepourtous.com que je vous recommande parce que vous allez pouvoir y trouver à la fois des pages pratiques, des pages de décryptage, un espace dédié aux enseignants et un espace pour les juniors qui sera bientôt transformé en un espace pour les élèves, en fait, qui sera vraiment identifié comme étant un outil pour les élèves du collège et du lycée. Donc c'est un site responsive, c'est-à-dire que vous pouvez y aller à la fois sur un ordinateur et sur des portables. Ça marche très bien dans les deux cas. Et là, vous avez quelques exemples de pages de décryptage. Et je vous recommande notamment toutes les pages décryptage, mais aussi les infographies, les vidéos. Là, vous avez notamment une infographie que nous avons faite très récemment avec l'AMF sur la finance verte, une forte mobilisation pour la planète. Donc, ce sera une occasion, après ce débat, d'aller voir l'essentiel de ce qu'est la finance verte et de ce que sont les labels. Mais je veux pas empiéter sur le débat qui n'a qu'une petite heure, je crois, 1h15 pour se lancer. Donc, je passe tout de suite la parole à Dominique Rousset. Je vous souhaite bonne chance et je vous recommande d'aller suivre le compte-rendu de ce débat que vous aurez dans les jours qui viennent sur notre site La Finance pour tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Pascal Micolo-Marcel. Un site très pédagogique, hein, j'y insiste, effectivement. Ça va être bien utile. Vous vouliez parler d'autre chose? Allez-y, on a encore le temps. Traditionnellement un grand prix de la finance pour tous. Oui. Donc en 2020, ça a été un peu particulier, on n'a pas pu le remettre officiellement, mais le sujet c'était le temps, c'est de l'argent. Et pendant le Covid, on a désigné, enfin pendant le confinement, on a désigné nos gagnants qui ont été récompensés, mais voilà, on n'a pas fait une super promo. On va bientôt lancer le thème 2021. Donc je vous invite à scruter les réseaux sociaux et le site pour savoir quel sera le sujet 2021. Et pour pouvoir candidater si vous êtes étudiant. La seule condition, c'est d'être étudiant. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On enchaîne effectivement avec cette table ronde. Alors, je ne sais pas si on va être pédagogique, mais je crois qu'il est très important de bien déjà montrer de quoi l'on parle. Parler de finances, c'est vrai, et ils ne vont pas me contredire à cette table, puisque tous les quatre en sont spécialistes. Ça n'a pas toujours très bonne presse, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'incompris, peut-être beaucoup d'inconnus encore. Ça paraît un sujet un peu ardu. Et surtout, dans le climat actuel, et je parle surtout du public jeune, mais ils sont nombreux à nous écouter, à nous regarder, ça n'a pas bonne presse parce qu'on se dit mais où va cet argent? Il est placé dans de mauvais placements, les énergies fossiles bien entendu, ou des activités qui restent très polluantes, voire des activités d'armement, c'est pas toujours très populaire non plus. Il y a donc beaucoup de pédagogie là encore à faire, un peu comme vient de le dire Madame Micolo-Marcel, peut-être que c'est ce que nous allons faire.
et surtout nous poser la question de la meilleure manière de verdir la finance. Et là déjà, ça la rend déjà plus sympathique peut-être et plus abordable dans un contexte de guerre climatique, il faut bien l'appeler ainsi, c'est engagé et chacun sait que le combat va être très difficile pour lutter contre le réchauffement. La finance, il peut beaucoup, parce qu'elle est puissante, on ne va pas se le cacher. Toute la question est de savoir vers où la diriger. Peut-être donner un petit tableau plus général. Alors, je vais présenter chacun de nos intervenants. Laurent Cialhomme, tout au bout, en face de nous, économiste, professeur à l'Université de Paris 10, Nanterre. Donc, peut-être avec vous, on va dresser ce petit tableau dans un instant. Je voudrais présenter également Catherine Charrier-Leflèvre, qui est directrice générale adjointe de la Banque Postale. Alors, c'est pas tout à fait une banque telle que celle dont je parle. C'est une banque citoyenne. Vous allez nous dire de quelle manière, mais on parlera aussi bien entendu des banques privées et justement de ce qui vous différencie d'elles, même si beaucoup d'entre elles commencent à aller dans cette direction aussi. Alexandre Vincent, Green Bond Manager, c'est l'agence France Trésor, peu connue là aussi, on va la présenter, et qui essaie là aussi de diriger les placements dans des directions qui sont souhaitables pour beaucoup de citoyens à condition qu'ils en soient informés. C'est un petit peu le problème. Enfin, Louis-Gaëtan Giraudet est chercheur au CIRED, c'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et là aussi, vous travaillez sur ces questions et vous vous interrogez, peut-être vous posez tous la même question, pourquoi ne va-t-on pas davantage vers la finance lorsque l'on sait, et le sondage récent que vient de faire le Printemps de l'économie le prouve encore, que ces préoccupations environnementales deviennent de plus en plus prégnantes dans notre société, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs. Un tableau général, Laurent Cialhomme, de la finance est-elle bien comprise et en quoi peut-elle évoluer vers la finance verte? Alors, est-elle bien comprise? De quelle manière? Mettez votre micro bien près, je crois. Merci. Est-elle bien comprise? Ça, je ne peux pas vraiment le dire. Peut-elle évoluer vers la finance verte? Je l'espère. Mais ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que je ne pense pas qu'il faut parler de transition, je pense qu'il faut parler de reconversion écologique. Transition, je pense que ça gomme l'importance du pas qu'il y a à franchir et ça ne pourra pas se faire sans une transformation absolument massive de la finance et de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'aller investir un peu plus dans le vert, il faut désinvestir massivement dans les énergies fossiles. Or, très clairement, le fonctionnement de la finance tel qu'il existe aujourd'hui ne le permet pas. Pour une raison très simple, c'est que, si vous voulez, la finance, finalement, c'est quand vous avez des couples rendement-risque, et c'est en fonction de ce couple rendement-risque qu'on décide d'investir dans tel ou tel projet. Mais le rendement, c'est le rendement appropriable monétairement par celui qui investit, et le risque, c'est le risque tel qu'il l'appréhende aujourd'hui avec les modèles de risque aujourd'hui. Or, le problème, c'est que les risques financiers climatiques ne peuvent pas être appréhendés avec les modèles de risque d'aujourd'hui, parce qu'en fait, les modèles de risque d'aujourd'hui sont basés sur les risques passés, sur des données du passé. On est face à quelque chose de radicalement nouveau. Donc, nécessairement, ils sont sous-estimés. Et le rendement, une grande partie des rendements dans les infrastructures vertes, dans la rénovation thermique des bâtiments, etc., c'est un rendement qui n'est pas appropriable par celui qui finance, parce que c'est un rendement social. C'est un rendement qui est la baisse des émissions, le fait d'avoir une planète plus vivable, etc. Typiquement, en économie, quand vous avez une telle disjonction entre les rendements privés et les rendements collectifs, ça veut dire une forte intervention publique. Et donc, la finance, si un jour elle peut devenir verte, ce qui veut dire, pas seulement verte, ça veut dire beaucoup moins marron aussi, et ce qui est vraiment le prérequis, eh bien, ça impliquera nécessairement un profond renouvellement de l'intervention de l'État dans la finance. La finance par elle-même et les banques centrales. Et même des États, j'allais y venir, on parlera certainement du niveau européen. C'est un bien public mondial. Oui. Donc non seulement ce n'est pas appropriable par celui qui finance, mais en plus il faut se coordonner pour le faire. Oui. Donc, typiquement, ça veut dire qu'il faut repenser complètement l'organisation de la finance et que les États, les gouvernements, les banques centrales redeviennent des acteurs majeurs. Oui. Canaliser les flux. On aime bien le terme de reconversion qui est effectivement plus
plus guerrier peut-être, puisqu'on parle de guerre épée. Et en tout cas plus réaliste. Oui. J'ai pas précisé pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en ligne avec nous que toutes les questions peuvent être posées, des commentaires aussi, tout ce qu'ils souhaitent ajouter à notre débat. J'ai à côté de moi un petit WhatsApp très efficace pour relayer vos remarques et vos questions. Si l'on va un petit peu plus loin, on continue à dresser le tableau, ou plutôt on en est au stade de vos observations. Eh bien, Alexandre Vincent, puisqu'il est à côté de vous, d'abord dites-nous un peu mieux ce qu'est votre agence France Trésor, peu connue j'ai l'impression. Mon agence France Trésor, dont je suis à peu près un 50e, donc, une petite structure au sein du paquebot Bercy, on peut dire presque un pseudopode de la Direction Générale du Trésor. L'agence France Trésor, c'est cette équipe qui est chargée d'émettre la dette publique, la dette de l'État, de la placer auprès des investisseurs, sélectionnés au gré de séances d'adjudication régulière les titres à émettre et puis donc s'assurer que par ce biais, l'État trouve les moyens de financer l'action publique. Oui, on précise, c'est un service interministériel. Service interministériel, fonctionnellement rattaché à la Direction Générale du Trésor. D'accord. Donc le financement de l'État en faveur de l'environnement, dites-nous un petit peu de quelle manière aujourd'hui on peut le percevoir et comment surtout il peut s'adresser à chacun. Comment le percevoir et le caractériser. Et bon, il y a, et c'est justement la période de l'année qui va bien. Il y a un Parlement qui vote le budget. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Pour la première fois cette année, il y a un exercice de passage au stabilo vert de certaines lignes du budget, un exercice dit de budget vert, où le vote du budget s'accompagne d'une identification de la dimension environnementale de certaines lignes. C'est un exercice vraiment tout récent, où on innove dans la méthodologie. Ce sera peut-être appelé à évoluer au fil des ans, mais déjà cette année, donc on fait l'exercice en grandeur nature. Mais antérieurement à ça, depuis 2017, janvier 2017, il y a eu la volonté politique d'incarner sur les marchés obligataires l'effort que consent l'État en faveur de l'environnement en général, en disant que voilà, parmi les différents titres de dette de l'État qui se distinguent par leur maturité, il y en a une obligation du Trésor, celle qui arrivera à maturité en juin 2039, qui correspond, alors après, c'est une correspondance un petit peu nominale, disons fictive, au sens où il n'y a pas de compte spécial pour cela. Mais enfin, on assure qu'il y a correspondance entre la taille de cette obligation-là et les efforts consentis par l'État année après année au travers des dépenses budgétaires en faveur de l'environnement. Oui. Donc c'est très important ce que vous dites parce que c'était en 2017, c'était très récemment que ça s'est passé, c'est-à-dire que tout d'un coup on a rendu visible au fond ce qui est quelque chose qui était finalement assez confidentiel, car ce marché existe, si je ne me trompe pas, depuis 2007. Les premières obligations vertes... C'était très timide au début. Voilà, c'est confirmé. De 2007, émis essentiellement par des organismes de type Banque de développement, la Banque mondiale, oui. qui se finançaient en identifiant effectivement cet aspect environnemental des financements assurés. Et disons-le clairement, depuis 2007, les montants étaient peu élevés. Ils étaient peu élevés. C'est un marché qui décolle significativement depuis à peu près 2015. Et 2017, corrélation n'est pas raison, mais enfin, année de lancement de l'OAT verte, l'agence France Trésor a en un sens accompagné le marché qui depuis devient de moins en moins confidentiel. De moins en moins confidentiel, et on peut quand même préciser que la France n'est pas le premier pays, je crois que la Pologne la précède de manière intéressante, mais est quand même un des premiers pays européens à se lancer là-dedans. Laurence Yalom, vous confirmez, vous connaissez cette... Vous êtes bien renseigné, oui. Cette situation. La Pologne a émis en décembre 2016 une petite obligation souveraine verte par rapport à la nôtre qui d'emblée a atteint 7 milliards sur une maturité plus longue. Donc, avec succès, on va le dire. Et avec succès, puisque le livre d'ordre, l'intérêt initial
initial des investisseurs atteignait de mémoire plus de 23 milliards. Bon, on a émis 7 milliards initialement, mais aujourd'hui, donc au fil des ans, l'encours de l'OAT verte augmente et on atteint 27 milliards. Très bien. On va y revenir sur ce succès, sur les raisons de ce succès, sans doute liées à l'évolution dans l'opinion publique, des préoccupations climatiques. Louis-Gaëtan Giraudet, je passe par-dessus vous, madame, pour revenir après sur la situation même et la position de la banque. Louis-Gaëtan Giraudet, donc chercheur aussi, je l'ai dit, au CIRED, qui regarde ces questions-là de près aussi. Vous connaissiez bien entendu ce qui se passe à France Trésor. Quelle est votre analyse, vous, de l'évolution vers la finance verte, que l'on commence quand même, on sent ce frémissement et même un peu plus? Alors, effectivement, on commence à le sentir. Moi, je m'intéresse, alors j'ai un point de vue plus microéconomique et je m'intéresse à la fois, je m'intéresse principalement donc, aux prêts aux ménages, donc vraiment dans le système de la finance verte, on est vraiment en bout de chaîne, comment la finance arrive dans les foyers, on va dire. Chacun d'entre nous, voilà. Chez chacun d'entre nous. Et je m'intéresse à la fois aux solutions qui s'offrent aux ménages de façon non coordonnée par l'État, c'est-à-dire les crédits immobiliers, crédits à la consommation, mais aussi les produits régulés par l'État, comme par exemple l'éco-prêt à taux zéro. Et ce qu'on observe, par exemple, sur les crédits à la consommation, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, quand on faisait des investissements verts, on avait plutôt tendance, en tant que ménage, à payer des taux d'intérêt plus élevés, ce qui peut paraître contre-intuitif. Et c'est en train de se normaliser, donc d'aller vers des taux d'intérêt plutôt plus bas. Mais en tout cas, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Laurence Cialom. En gros, sur les investissements bas carbone, donc on est clairement dans le contexte d'un bien public mondial, et donc on a des rendements qui ne peuvent pas être accaparés, mais en fait on a quand même parmi ces investissements certains dont les rendements peuvent être accaparés. Le problème, c'est qu'il y a du risque là où il ne devrait pas y en avoir. Donc, je vais préciser, en fait, je pense à la rénovation énergétique. Ah, évident. Voilà. Donc, on pourrait croire que du fait qu'il y a un rendement qui est accaparable, on lève un frein, mais comme à côté de ça, il y a un risque qui ne devrait pas y avoir, ça s'annule et on reste avec des difficultés. L'exemple que j'ai en tête, c'est la rénovation énergétique des logements, puisque bien sûr, il y a un côté non inaccaparable, c'est que en faisant ces investissements, on réduit les émissions de CO2, donc c'est là où on parle de bien commun non accaparable, mais on réduit aussi sa facture énergétique. Donc ça pourrait être accaparé et donc ça pourrait donner lieu à... c'est un rendement de l'investissement qui pourrait donner lieu à des taux d'intérêt plus faibles, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a un risque là où il ne devrait pas y en avoir. Et le risque, c'est qu'en fait, on connaît tous des cas où les rénovations énergétiques ne sont pas correctement réalisées, donc on croyait économiser de l'argent et en fait, il n'y a pas d'économie de facture à l'arrivée. Et ça, il y a plein d'explications pour ça, mais donc c'est un risque qui fait que en fait, ces investissements, on ne les fait pas. Donc, en réalité, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait quand même, si on fait cet effort, ou en tout cas, si on a cette volonté d'aller vers des valeurs, on parle aussi de valeurs ici, même dans la finance, ça peut exister, heureusement. Si on fait cet effort, on devrait être, d'une certaine manière, récompensé par des taux d'intérêt assez bas. En tout cas, la conclusion rejoint celle de Laurence Cialom, c'est qu'il faut une intervention publique. On va venir de quelle manière? Il faut plusieurs interventions publiques. Même assez contraignantes, si on vous entend bien. On va revenir sur ce qu'il faudrait peut-être faire comme mesure. Mais auparavant, tout simplement, et je pose la question à Madame Charlier-Lefebvre, je sais, vous allez me dire, vous n'êtes pas tout à fait une banque privée comme celle que nous connaissons, bien sûr, sur les marchés. Mais tout de même, est-ce que le problème n'est pas que les banques n'ont pas vraiment intérêt à aller dans ce sens-là? C'est plus intéressant pour elles, par exemple, le crédit à la consommation, pour parler d'un placement courant. L'un n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai que moi j'ai un peu la tâche difficile de représenter le banquier, même si, comme vous l'avez souligné, vous êtes banquière quand même. Je suis banquière et assureur. Donc j'ai les deux tares, mais on est quand même une banque qui n'est pas comme les autres. Et je vais prendre notre exemple. Vous me permettez de
les représenter juste brièvement. Vous êtes d'accord sur ma question? Est-ce qu'elles n'ont pas Je suis d'accord sur votre question et je vais y répondre. Je ne vais pas parler que de la Banque Postale, mais je vais montrer comment la Banque Postale, dans le même contexte que les autres banques, trouve quand même le moyen de faire des choses. Vous voyez, c'est plus... donc, clairement, et notamment pour les asset managers, entre faire de la perf tout de suite ou se donner la peine d'avoir un label ISR ou une grille ESG à appliquer qui fait que on doit écarter 50% des compagnies pour ensuite se donner la peine et expliquer aux clients, je vais y revenir quand même parce qu'il y a aussi la maturité des épargnants, hein, parce que faire de l'ISR, ça veut dire demander à nos épargnants d'être dans la durée. On n'a pas d'histoire à court terme, hein, par rapport à des perfs. Donc tout ça, si vous voulez, c'est autant de complications. Mais moi, je voudrais apporter le témoignage, on y arrive, puisque nous, en tant que banque publique, la Banque Postale, on s'est senti une responsabilité de montrer la voie et de montrer un exemple. Et donc, 2018, on a pris l'engagement de basculer tous nos fonds 100% ISR à fin 2020. Donc, vous voyez, là, ça y est, on y arrive. Et on a été pas mal récompensés. Moi, je voudrais souligner que pendant la crise Covid, les fonds de développement durable ont eu une baisse de performance de 6,5, moins 6,5%, quand le CAC a perdu 17,5%. Et ce qu'on a vu, et je pense qu'il faut beaucoup communiquer là-dessus, c'est que ces fonds-là, les fonds ISR, ont eu une résilience bien plus importante que les autres pendant la crise. Donc ça, c'est déjà un élément sur lequel on peut s'appuyer. Nous, on est rentré dans une démarche très stricte sur la labellisation des fonds ISR. ISR, hein, c'est bien sûr l'investissement. Hein, investissement socialement responsable. Là aussi, je dis un petit mot, c'est qu'il faut être aidé parce que je pense qu'il faut absolument mettre de l'ordre dans ces labels, dans ces critères ESG, parce que certains... Dans les banques, vous l'avez dit, maintenant c'est de plus en plus dans l'air du temps. Et mon propos n'est pas de taper sur les autres banques, mais enfin on a quand même beaucoup de greenwashing, hein, c'est-à-dire que comme les critères sont pas très bien définis, comme on peut faire tout et n'importe quoi, moi je crois beaucoup dans la nécessité d'avoir, et je crois qu'il y a une initiative européenne dans ce sens, hein, sur la taxonomie des labels, c'est extrêmement important. Après, je vais donner quand même un petit élément positif. J'avais pris les chiffres avant la crise. Tout ce qui est fonds ISR, l'encours ISR a augmenté de 86% entre 2018 et 2019. Vous voyez, donc ça illustre vraiment ce que vous disiez tous, mais concrètement sur les chiffres. Alors, 278 milliards aujourd'hui face à 5400 milliards d'épargne. Vous allez me dire, on est encore loin du compte, mais on voit bien qu'on a ce mouvement. Et après, je terminerai, mais on y reviendra. Il faut que vous voyez pour les banques, en dehors de la difficulté de gérer ces assets et d'en tirer de la performance, avec toutes les remarques que vous avez faites, c'est nos épargnants, hein, parce que il faut absolument, ils sont en demande. Ils sont en demande d'avoir du sens sur leur épargne. Ils posent de plus en plus de questions pour nous dire mais ça va où très concrètement? C'est quel pays? C'est quel usage? Donc on a ce mouvement, mais après quand on présente les perfs, on a aussi, c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est plus risqué, c'est très clair. Qui veut répondre à ce point-là? Pourquoi? Je voudrais revenir un peu sur l'attitude plus globale des banques, hein, celles qui n'ont pas rejoint, comme vous, le 100%, elles en sont même encore assez loin. Les raisons pour lesquelles elles n'y vont pas, qui peut un peu répondre là-dessus, Laurence Yalom ou Gaëtan Giraudet? Oui. Je pense qu'il y a une mauvaise appréhension. Approchez votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Beaucoup plus. Je pense qu'il y a une mauvaise appréhension des risques de l'investissement dans tout ce qui est investissement carboné. Hein. Je veux dire, le risque d'échouage, c'est-à-dire le risque de dévalorisation massive de ces actifs est très mal appréhendé. Et ce n'est pas juste l'échouage des industries extractives, hein. C'est des filières entières, c'est des chaînes de valeur. Hein. C'est-à-dire que c'est très intéressant ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise du Covid, cette espèce de mise sous cloche de l'économie a provoqué d'une certaine manière l'échouage déjà de certains secteurs qu'on soutient à bout de bras. On a des secteurs qui aujourd'hui sont zombifiés, hein, qui sont sous perfusion, qui pour certains sont les mêmes qui risquent de
fortement s'échouer. Je pense par exemple à l'aéronautique. D'autres moins, si vous voulez, certaines formes de tourisme. C'était considéré jusqu'à il y a très peu de temps comme une valeur sûre, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. On est en plein bouleversement. Mais si vous voulez, il y a des secteurs qui s'en sont très bien sortis. Tous ceux qui sont basés sur le numérique, sur la commercialisation en ligne, etc. Donc, d'une certaine manière, on a comme une préfiguration d'un bouleversement très, très rapide, si vous voulez. Or, c'est ça le risque d'échouage. Le risque d'échouage, c'est le risque... Parce qu'il y aurait une innovation technologique qui subitement rendrait l'énergie, je sais pas moi, l'éolien ou l'énergie solaire, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, beaucoup plus compétitive, ferait s'effondrer ou alors une politique climatique à la hauteur d'un alignement sur les accords de Paris. Et ça fait basculer les conventions de marché. On peut avoir subitement un échouage massif. Et ben ça, je pense que c'est très, très mal appréhendé. C'est très, très mal appréhendé, ce risque-là. Comme le fait qu'effectivement, il y a des secteurs... Vous voyez, c'est un jeu où on va avoir des secteurs qui, au contraire, vont très bien tirer leur épingle du jeu. Donc, et ça, c'est parce qu'on vit encore dans un monde où la finance résonne comme si on était dans un monde, en économie, on dit stationnaire, comme si le futur était le prolongement du passé. Or, on n'est plus dans ce monde-là. On est dans un monde de bifurcation majeure. Et donc, il faut avoir des approches beaucoup plus analytiques, en fait. Oui. Et voilà. On parle surtout des entreprises ici ou des particuliers. On a vu avec Louis-Gaëtan Giraudet que les particuliers sont tout à fait concernés, et même ça peut aller vite s'ils y vont massivement. Mais pour l'instant, vous parlez surtout des entreprises, les uns et les autres, dans cet investissement vers socialement responsable. Que diriez-vous, Vincent Alexandre? Il y a des enjeux particuliers. Enfin, quel type d'entreprise en plus, oui. Pour prendre une autre casquette que celle que je porte, mais l'éclairage des politiques publiques, il y a dans le plan de relance que l'État est en train de dessiner, enfin de mettre en œuvre, tout un volet verdissement de l'économie qui marche sur deux jambes. Hein. C'est à la fois les citoyens, la rénovation des logements et puis les filières industrielles. Et il y a notamment toute une partie, vaste programme, décarbonation de l'industrie. Voilà. On a conscience, évidemment, qu'il faut accompagner cela. C'est 30 milliards sur les 100 milliards de plan de relance. Hein. C'est ça, donc c'est quand même significatif. Oui, c'est significatif, parce que d'autres le trouvent encore un peu trop peu. Trop peu. On n'avait rien avant. Il y a d'autres enjeux. Tout l'art de la politique publique, c'est de mener simultanément différents enjeux. L'enjeu climatique est central. La transition numérique est un autre enjeu et qui, d'ailleurs, à mon sens, est assez complémentaire du premier. Puis il y a tout un volet cohésion également. Qui fait aussi partie de l'ESG. Et les trois marchent en général assez bien ensemble. Peut-être tout petit point sur la manière qu'ont les banques ou qu'a la finance d'appréhender ça. Alors, il y a les initiatives remarquables de la Banque Postale. L'agence France Trésor travaille aussi avec plusieurs banques étiquetées spécialistes en valeur du Trésor de manière privilégiée. Donc c'est l'occasion pour nous de voir avec un degré fin de détail quelles sont leurs pratiques. Et on voit quand même une réflexion. Alors ça reste des pratiques qui ne sont pas majoritaires, mais certaines banques ont à cœur d'intégrer à l'ensemble de leurs calcul de coût du capital, une certaine pondération qui vise à intégrer d'une manière encore, certes, discrète, peut-être encore un peu marginale, mais néanmoins présente, c'est tout ce que Laurence Cialhomme a pointé. Oui. Catherine Charrier-Leflay, vous savez combien d'autres banques suivent votre chemin? Vous parlez de 100% d'investissement responsable. C'est évidemment... tout le monde est sur, tout le monde a embrayé derrière. Le mouvement, oui. Alors pas avec la volonté d'afficher 100% tout de suite, mais comme vous le dites, tout le monde a embrayé derrière. Hein. Toutes les autres grandes banques. Est-ce qu'il y a la pression de la clientèle? Vous pensez qu'il y a aussi cela? Oui, je pense. En plus, ça s'est vraiment accéléré post-Covid. Hein, et on voit bien qu'aujourd'hui, les épargnants sont en demande de tout ça. On a quand même, donc quand on les interroge, il y a 62% des clients qui disent être très concernés par les impacts environnementaux. Et en même temps,
on voit que 67% n'ont jamais entendu parler de gamme ISR. Enfin, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a à la fois, c'est pour ça que je revenais sur le fait qu'on a une grande responsabilité sur la culture financière de nos réseaux. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus dire juste à l'épargnant, ah ben c'est bon pour la planète, parce que je pense que, et j'en ai surpris plusieurs à raconter ça pour essayer de vendre notre gamme ISR, c'est un peu court. Vous avez un problème de formation, alors, enfin les banques en général. De formation, et puis nous aussi de lisibilité, si vous voulez. C'est pour ça que moi, il m'a semblé important de vraiment expliquer ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans nos fonds, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a les épargnants. Et c'est vrai que la finance pour tous fait beaucoup de choses. Mais on a besoin aussi et l'AMF, on a besoin d'éduquer les épargnants sur l'ensemble de ces sujets. Et j'allais dire d'éduquer, c'est pas le terme, mais de former les personnels aussi. Je vois Laurence Yalom assez d'accord avec ça. Il y a un vrai problème. Est-ce qu'ils sont nombreux à proposer ce type de service à nous, les clients? Pas tant que ça. Ça, je ne sais pas, mais là où je voudrais rebondir, c'est sur la nécessité de transformer radicalement la formation, les formations en finance et les formations de nos élites, entre guillemets, c'est-à-dire les business schools, Sciences Po, l'ENA, etc. Je veux dire, il faut vraiment que la question... pas seulement réchauffement climatique, biodive, enfin limite planétaire, disons, pour faire simple, enfin les 9 limites, ça infuse dans absolument tous les cours en gestion, en économie, et enfin on est en train de travailler d'ailleurs sur un ouvrage avec quelques collègues là-dessus, sur le socle minimal de connaissances requises. Et qui devrait infuser dans les programmes absolument partout, quoi. Il y a un décalage énorme entre les attentes de la population et la manière dont on forme nos étudiants. Un déficit d'information et de formation, autrement dit. Et Louis-Gaëtan Giraudet, même chose, j'imagine, c'est les ménages qui ont recours au prêt à taux zéro. Quel est leur niveau d'information sur ce qu'ils peuvent éventuellement trouver comme avantage à investir il est à peu près le même que pour les autres subventions à l'efficacité énergétique. Mais on constate néanmoins qu'ils y recourent beaucoup moins. Donc peut-être je vais rappeler un peu ce qu'est l'éco-prêt à taux zéro. C'est une politique publique qui permet aux ménages d'emprunter sans intérêt pour faire des rénovations énergétiques, donc jusqu'à 30 000 euros. Et donc pour ça, les ménages passent par une banque de détail et c'est l'État qui rembourse la banque de détail, qui indemnise la banque de détail pour l'octroi de ce prêt. Et moi, je me suis intéressé à un point qui est comment ça se fait qu'il y a si peu d'éco-prêts à taux zéro. En gros, on en a bon an, mal an entre 20 et 40 000 par an, quand Jean-Louis Borloo, au moment du lancement du programme, annonçait 400 000 prêts par an. Et l'analyse qui ressort, c'est qu'il y a des barrières à la fois du côté de l'offre et de la demande. Donc clairement, on a déjà abordé un petit peu cette discussion sur l'offre. C'est pas très intéressant pour les banques à partir du moment... Même remboursé par l'État. Même, en fait, la compensation de l'État n'est pas du tout à la hauteur de ce que la banque gagnerait en octroyant à la place un crédit à la consommation maison. Donc c'est clair, oui. Donc le choix est vite fait. Voilà. Mais ceci dit... elles ne perdent pas d'argent en le faisant. En revanche, les ménages, eux, ils devraient toujours accepter le prêt à taux zéro s'ils avaient le choix entre les deux. Donc s'ils prennent quand même des crédits à la conso, c'est qu'ils ne sont pas au courant du prêt à taux zéro. C'est bien dommage quand même. Il n'y a pas que ça quand même. Là, je vais me faire l'écho des... Très sérieux le flemme. Parce que effectivement, et nous on en vend. On fait partie de, vous le savez, et ce qui est normal, mais il est très compliqué à mettre en œuvre. Il est compliqué parce qu'il est assorti de conditions de ressources et tout ça fait que je pense qu'on gagnerait ensemble à simplifier, parce que moi c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Il est compliqué. L'offre est compliquée et les conditions d'octroi sont compliquées pour les banques. Et ça, je crois que c'est un gros frein parce que, mais vous le savez, parce qu'on a beaucoup remonté ces sujets-là et je pense qu'on gagnerait à y travailler ensemble pour simplifier les choses parce qu'il faut vraiment beaucoup de volonté, je peux vous dire, pour vendre ces éco-PTZ. Oui, ça c'est sûr. Après, il n'y a pas de conditions de ressources
Mais en revanche, il faut que les travaux respectent un certain nombre de critères qui sont difficiles à évaluer. Au début, c'était à la charge des banques de le faire. Elles se sont plaintes en disant que ce n'était pas leur métier. Donc cette charge d'évaluation du projet a été transférée à l'entrepreneur qui fait les travaux. On n'a pas vu pour autant un saut dans l'octroi des prêts. Mais donc, il y a des complexités administratives, c'est certain, mais il y a d'autres problèmes. Donc, je dis le manque d'information des ménages, mais aussi, en fait, l'information est visiblement assez proche de ce qu'ils savent des autres politiques, mais peut-être d'autres mécanismes psychologiques encore mal connus, mais comme l'aversion à la dette ou des choses comme ça. On peut regretter aussi qu'il y ait cette concurrence avec le crédit à la consommation. Finalement, personne n'est gagnant. Enfin, c'est que personne, peut-être les banques, mais en tout cas, le consommateur n'est pas gagnant dans cette affaire. Comment faire pour éviter que cette concurrence presque anormale, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. C'est pas la banquière qui va me dire que j'ai raison, mais si vous êtes à l'aise avec ça, Vincent Alexandre, ça fait partie de mécanismes. On se demande un peu pourquoi ils cohabitent, tel que vous les décrivez. Non, mais je pense effectivement que le fait de passer par des banques de détail, là, ça paraît peut-être comme un frein. Je pense que l'idée est bonne au départ, c'est que c'est les banques de détail qui sont en contact avec les ménages, donc c'est un canal privilégié. Mais on l'a vu là, en ce moment, quand je vous dis qu'il y a 20 à 40 000 prêts par an, je ne sais pas combien d'agences il y a en France, mais ça veut dire que chaque agence fait quelques prêts de ce type par an. Ouais. C'est pas optimal pour vraiment bien faire fonctionner la machine. Et donc, moi, la solution que je verrais, c'est que ce soit une banque publique vraiment qui prenne ça en charge. Comme ça, la publicité, au moins, elle serait claire. Et voilà, ça existe en Allemagne, par exemple, donc ça ne doit pas être infaisable. Oui. Catherine Charrier-Lefebvre, je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur le label que vous aimeriez voir s'étendre beaucoup plus, parce que vous l'avez dit clairement, certaines banques privées, alors pour le coup, ne jouent pas tout à fait le jeu de la finance verte ou se verdissent un peu en greenwashing, oui, selon l'expression. Voilà, se verdissent bien connu. Ça les obligerait à être plus rigoureuses. Ah oui, moi je pense que ça, il faut vraiment... Donc nous, on a choisi le label ISR... Voilà, parce qu'il est assez contraignant, mais en tout cas, personne ne le discutera. Et type de contraintes, juste pour voir ce qu'elles ont à faire. Je vais vous dire, quand on screen l'ensemble des critères nécessaires sur toutes les dimensions, nous, on a dû au départ écarter 50% des entreprises qu'on avait en portefeuille. Hein. Oui. Donc c'est voilà. C'est effectivement. Puis après, ça peut vous emmener à vous poser plein de questions. Je vais vous citer un exemple dans les applications qu'on peut avoir. Je vais citer une compagnie, tant pis, mais Saint-Gobain. Et Saint-Gobain, en fait, fait aussi des glaces en verre pour les tanks qui sont utilisés pour la guerre. Vous voyez, donc ce type de questions où vous vous dites, finalement, alors Saint-Gobain, je fais quoi avec Saint-Gobain? Je le garde pas. Donc vous voyez, ça demande toute une démarche pour les passer, voilà. Donc, et par contre, j'ai vu des choses, là je ne les citerai pas, qui sont vraiment du greenwashing, c'est-à-dire qu'on a quelques critères ESG et puis on se dit que ça va passer. Donc je sais qu'il y a une initiative européenne que je citais tout à l'heure sur la taxonomie des labels. Et je pense que c'est indispensable de réglementer ça pour être sûr qu'on parle bien de la même chose en parlant de finances vertes. Et Vincent Alexandre là-dessus? C'est quelque chose évidemment que nous suivons avec énormément d'intérêt, l'élaboration de la stratégie verte de l'Union européenne et les différents volets sur lesquels elle s'incarne. Et ça répond alors vraiment... Ça ambitionne de répondre à cette question de davantage de transparence sur qu'est-ce que le vert. Ça rejoint vraiment ce que disait Louis Gaëtan.
La question de base, d'ailleurs, c'est pas une taxonomie de désinvestissement, c'est une taxonomie des secteurs d'activité. Une partie difficile de l'exercice potentiellement étant ensuite de rattacher un investissement à un secteur. Ça, on commence à mener des travaux main dans le cambouis pour assurer cette mise en relation, et on voit que très vite ça devient compliqué. Mais quand même, l'effort est louable. Il s'agit, en prenant vraiment la définition des grands secteurs d'activité, NAF, secteur par secteur, sous-secteur par sous-secteur, de voir sous quelles conditions, en l'état actuel de la technologie, on peut considérer que cette activité aujourd'hui répond à les critères, l'urgence des enjeux environnementaux. Pour l'instant d'ailleurs essentiellement climatique, parce que dans la démarche il y a plusieurs dimensions qui sont pointées. Pour l'instant c'est le volet climatique qui a été traité, mais il reste encore la biodiversité, des choses importantes qui sont très compliquées. Mais le fait est qu'avec cette taxonomie on a un outil qui se décline pour les investissements financiers, que nous souhaitons appliquer aussi dans notre grille de lecture des politiques publiques pour assurer, alors le chantier est d'ampleur, mais il s'agit pour nous d'assurer que les dépenses qui sont adossées à notre OAT verte sont bien conformes à la définition que donne la taxonomie des activités climatiques. Vous faites des rapports à ce sujet, des évaluations ? Alors, il y a tout un volet, mais d'ailleurs, ça devient une pratique, ça va devenir une pratique exigée en matière d'obligations vertes, puisque notamment, alors, dans la stratégie finance verte de l'Union européenne, il y a un Green Bond Standard, un standard d'obligations vertes, qui d'ailleurs fait référence évidemment à la taxonomie, qui devrait nous permettre d'identifier les obligations bien conformes. Donc, alors notre obligation verte, elle a été émise avant, et son document cadre a été élaboré avant que le standard européen ne soit même envisagé. Mais notre ambition, évidemment, c'est de nous assurer qu'on s'aligne dessus. Alors, dans ce standard européen, il y a l'idée que, et c'est déjà une pratique assez habituelle sur le marché des obligations vertes, à un moment donné, sur la durée de vie de l'obligation, on va regarder concrètement quel est l'impact environnemental de ce qu'on financerait. Si vous voulez, il y a deux volets de reporting. Il y a l'allocation. D'abord, on a dit qu'on ferait du vert, on montre qu'on fait bien du vert, ou ce qu'on pressent être du vert. Et deuxièmement, reporting d'impact, où on montre que ce qu'on a dit qui était vert a effectivement un effet environnemental qu'on peut caractériser par différentes mesures, que ce soit des tonnes de CO2 évitées. Ça devient vraiment une métrique, comme on dit, assez communément admise. Sur la biodiversité, on les cherche encore, ces métriques, mais c'est vraiment une démarche qui devient complètement consubstantielle à l'émission d'obligations vertes. Alors, Laurence Cialop qui a très envie d'intervenir sur ce que vous dites. Non, mais juste, je pense que c'est effectivement très important, la taxonomie verte. Le problème, c'est que pour faire la transition ou la reconversion écologique, il faut marcher sur deux jambes. Il faut aussi avoir une taxonomie brune, de manière à ce que l'État soit capable aussi d'évaluer comment il subventionne des activités qui sont nocives. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que l'État finance des activités vertes, il faut aussi qu'il se désengage du soutien à des secteurs qui sont des secteurs nocifs. Et pour ça, il faut une métrique, et donc il faut une taxonomie brune. Or, la taxonomie brune, là, c'est plus compliqué d'avoir les accords, disons, intergouvernementaux pour aller vers cette démarche. Or, il faut marcher sur les deux jambes. On ne peut pas juste se dire on fait du vert. Il faut sortir du brun. Oui, Vincent Alexandre, d'accord avec cette remarque. Alors, pour revenir à ce que je disais, en termes de mesures d'impact, nous avons établi un conseil d'évaluation indépendant. Voilà. Oui. Vous voyez, qui est tout récent. Qui travaille depuis. Il a été instauré en même temps que le lancement de l'OAT verte en 2017. Il a travaillé sur le crédit d'impôt transition écologique, justement.
qui permet qui est en train de disparaître comme dispositif, mais dont la MaPrimeRénov' est en fait le successeur et qui permet effectivement aux ménages de rénover leur logement pour une meilleure isolation thermique. Il a travaillé ensuite sur Voies navigables de France. Je peux vous dire, c'est presque un scoop, que dans quelques semaines, il y aura un nouveau rapport sur l'ONF. Enfin voilà. L'Office des forêts. Pardon, j'ai vu une de beauté en touche, mais vous comprenez que de là où je suis, voilà. De là où vous êtes, vous avez répondu ce qu'il fallait. Vous avez une première question ou une remarque qui nous vient de Jean-Jacques, là, que je reçois à l'instant. Un plan annonçant un prix de carbone croissant significativement dans les années à venir serait-il pas de nature à provoquer un basculement ? Parce qu'on va parler des solutions, là, de ce que l'on attend des États. Laurence Cialom ou Catherine Charrier, dites-nous. Ça fait partie des solutions. Oui. Ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que un prix du carbone, ça veut dire qu'on repasse par une solution de marché. Donc c'est très important pour infléchir les comportements. Il ne faut pas oublier un prix du carbone, ça veut dire aussi un volet social pour accompagner ceux qui vont le plus en pâtir. Je pense que tous les gouvernements, enfin les Français en tout cas, ont en tête les gilets jaunes. Et ils ont raison de l'avoir en tête, parce que ça nous a rappelé que la transition ou la reconversion écologique, ça ne pourrait être qu'une reconversion sociale. Parce que les coûts de cette conversion écologique ne sont pas également répartis sur l'intégralité de la population. Donc il faut compenser. Si on est dans des démocraties, il y a un cycle électoral, ceux qui prennent les choix politiques ont envie de se faire réélire, et donc, ce qui est légitime quand on est politique, et donc il faut absolument marcher également là sur les deux pieds, et donc un prix du carbone fait partie de la solution, mais en tout cas, en matière de finances, ça ne suffira pas du tout. C'est-à-dire que moi, je pense sincèrement qu'il faut renouer avec des formes, alors je vais dire un gros mot, de répression financière, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la répression financière. Mais je voudrais quand même dire que la répression financière, en gros, c'est toutes les réglementations qui permettaient de canaliser l'épargne, de bonifier, enfin, oui, c'est ça, de créer des espèces de gros tuyaux pour canaliser l'épargne. Ça, vous trouvez qu'il faudrait les renforcer, enfin, elles doivent être... Il faudrait les réactiver. Les réintroduire. Parce que ça existait. Et ce qu'on appelle... Enfin, elles se sont beaucoup affaiblies. Ah, mais bien sûr, c'est-à-dire que ça c'est ce qui existait dans la finance, disons, de l'après-guerre, jusqu'au moment où on a démantelé ça, disons, fin des années 70, au milieu des années 80. Donc revenir, et répression financière, c'est un terme qui est connoté négativement, c'est un terme qui a été utilisé en même temps que le moment où on parlait de l'efficience des marchés, les mots ont un sens, vous voyez, je veux dire, c'est... Or, en fait, ça désigne simplement des réglementations qui, au moment où elles ont été prises au nom de l'intérêt public. C'est les réglementations issues de la crise des années 30, en gros, qu'on a mis en place dans les années 30, qu'on a mis en place dans l'après-guerre, disons. Et ces réglementations qui pallient à des défaillances de marché, qui considèrent que l'État doit être protecteur, qui encadre la finance, parce que la finance, quand on la laisse livrer elle-même, elle sait ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe. Bon, bref. Tout ça a été balayé par une théorie économique qui, en fait, est une idéologie, qui est devenue une doxa, qui est celle de l'efficience des marchés. Et au même moment, on a appelé des réglementations financières qui étaient là pour orienter l'économie, pour avoir un cap de long terme, pour donner à l'État, on a appelé ça de la répression financière, de manière à le connoter négativement. Eh bien, je vais, sans aucun problème, dire qu'il faut renouer avec ça. Je ne l'appellerai pas répression financière, pour ma part, mais oui, c'est de la canalisation. C'est que l'État, les banques centrales reprennent leur rôle sur le fait de donner un cap de long terme. Et de manière contraignante, si on vous entend bien. Enfin. Alors, contraignante, c'est-à-dire avec des subventions, des incitations très fortes. Certaines choses doivent être interdites. Le trading à haute fréquence doit être interdit. La course à la liquidité permanente doit être interdite parce que ça ramène vers des comportements de très court terme de la finance. Bien sûr. Donc, voilà. Merci Louis-Gaëtan Giraudet, je vous en vois approuver, mais du point de vue donc des petits épargnants, en tout cas des ménages, ce que vous entendez là, qu'est-ce qu'il faut proposer, suggérer? Du côté des petits épargnants, et des ménages, le prix du carbone en général, on l'a vu, bien sûr, pas une très bonne nouvelle. Il n'arrive pas de la façon la plus, douce. Au niveau des ménages. Mais en fait, on peut bien sûr
augmenter le prix des activités polluantes, mais on peut aussi subventionner les activités non polluantes. Et il me semble que en fait, si on a une obligation verte, c'est un peu pour faire ça. Donc, c'est deux faces de la même pièce, si vous voulez. Après, moi, j'ai peut-être des questions pour Vincent et Alexandre sur l'OAT verte, justement, parce que moi, j'avais accompagné... On traduit OAT, Vincent Alexandre. Obligation assimilable du Trésor. Merci beaucoup. Et parce qu'il se trouve que j'avais accompagné le ministère dans l'évaluation dont vous avez parlé sur le crédit d'impôt. Et bon, l'impression que j'ai, c'est que en gros, on a dit, on regarde ce qui se fait en France de politique environnementale et on dit dans le reporting, voilà, ça fait partie de ce qui est financé par l'OAT verte. Après, je n'ai pas forcément l'impression que dans le budget de l'État, ça se passe vraiment comme ça. Quand on a un nouveau afflux d'argent issu de l'obligation, on l'applique systématiquement à des investissements verts. Donc, est-ce que vous pourriez nous préciser? Oui, je vais vous expliquer ça. Bon, nous sommes de la pédagogie, on nous l'a demandé. J'y faisais allusion d'ailleurs dans mon propos liminaire. Le fait est qu'il y a en France un principe d'universalité budgétaire qui, si je ne m'abuse, a valeur constitutionnelle puisqu'il est inscrit dans la loi organique relative aux lois de finances et qui dit que, sauf quelques exceptions, en gros, les crédits sont fongibles, c'est-à-dire que les euros qui sont apportés au budget par l'impôt ou par la levée de la dette viennent abonder un gros pot commun et que ensuite c'est affecté à différentes politiques publiques. Donc principe de fongibilité ou d'universalité budgétaire. Alors, par rapport à ça, effectivement, il y avait volonté politique d'incarner dans un titre particulier l'engagement de l'État en faveur du climat. Et de fait, la solution qui a été retenue n'a pas été de faire un compte d'affectation spéciale ou autre, qui aurait été une machinerie lourde, alors que on peut mettre en œuvre un principe beaucoup plus simple de réconciliation ex post des montants, qui se fait, alors un petit peu de mécanique, au mois de décembre. Le Parlement vote le budget. Il y a un groupe de travail interministériel qui se réunit donc sous la houlette du cabinet du Premier ministre et qui dit dans le budget 2021, ça et ça, effectivement, ça correspond à ce qu'on peut considérer comme vert. Ça nous donne le plafond de nos émissions d'OAT verte pour l'année 2021. C'est-à-dire, on sait que le Parlement a décidé que l'État financerait X milliards de dépenses vertes. Au titre de l'OAT verte, c'est ce qu'on va lever au maximum. Donc ça court pendant 2021. Au printemps 2022, le Parlement vote la loi de règlement. C'est-à-dire, il avait dit en décembre 2020 ce qu'il dépenserait en 2021. En mai, juin, en fait, le vote a lieu pendant l'été, mais enfin, les termes de la loi sont à peu près stabilisés en mai. Le Parlement regarde dans le rétroviseur et il dit, donc nous sommes en mai 2022, il dit, sur 2021, d'ailleurs, en général, on dépense ce qu'on a dit qu'on dépenserait à à l'arrondi près, mais ex post, on dit donc aux investisseurs, voyez, on a pu dépenser tant de milliards dans le vert, c'est supérieur à ce qu'on a émis effectivement au titre de l'OAT verte. Et donc, en juillet, probablement début juillet 2022, l'agence France Trésor publie son rapport d'allocation pour 2021 en disant voilà ce qu'on a dépensé, on finance une partie, grosse partie, grâce à l'OAT verte, et on met vraiment en regard les montants émis avec les montants dépensés. Oui, en espérant que cette année, ça se passera comme cela, car rien ne se passe comme prévu cette année. Je voudrais revenir, peut-être un commentaire à faire là-dessus, non c'est bon, juste par rapport à ce que nous proposait Laurence Thialom, donc de réglementation bien plus stricte. Question pour vous quatre, est-ce que ça doit se passer surtout au niveau européen, puisque si j'ai bien compris, vous vous adressez surtout aux banques centrales, là, en l'occurrence. C'est pas obligatoire. Que ce soit au niveau européen, c'est des directives ou des règlements.
D'accord. Mais est-ce que ce serait plus efficace, plus important? Je veux dire, est-ce que le niveau européen, pour vous, a de l'importance dans ce domaine? Hein, il va falloir le faire comme cela. Bien sûr. Et à ce sujet, j'ai une petite information. Il se trouve que j'ai entendu François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, qui était aux rencontres de Bois récemment. Il a rappelé qu'il était pour une intégration des risques financiers donc liés au climat dans la politique monétaire de la BCE. Là aussi, il semble qu'on avance un peu à ce sujet, et il nous a parlé de ce réseau de banques centrales pour la promotion de la finance verte. Vous les connaissez, bien sûr, entendu, qui a été créé en 2017 en fait. C'est un réseau un de network for greening the financial. Voilà. Exactement, c'est un réseau de régulateurs et de banques centrales. Donc c'est à la suite du discours de McCartney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui a alerté la finance sur les 3 grands risques financiers d'origine climatique, le risque d'échouage dont j'ai parlé, un risque plus juridique, mais il y a déjà eu une faillite d'entreprise, Pacific Gas and Electric, qui est lié à un risque climatique, et le risque physique, c'est-à-dire le risque des actifs soient détruits ou des flux de revenus soient détruits du fait, voilà. Et on l'a vu, nous, avec la tempête Alex, il y a quelques jours, typiquement, là, on a un risque physique qui s'est manifesté. Donc, on a eu ce réseau de banques centrales qui s'est créé et qui essaye de... C'était en 2018, je le rappelle. C'est pas 2017, je crois que c'était 2017. Oui, vous avez peut-être raison. Contredisait le gouverneur de la Banque de France. Mais peut-être, oui, ça doit être 2018, alors, probablement. Et donc, c'est mondial, c'est mondial, il y a de plus en plus de membres. Et effectivement, il travaille sur des méthodologies, des tests de stress climatique, sur comment réorienter la finance vers une finance plus durable, etc. Et d'ailleurs, il y a eu toujours dans cette lignée-là, il y a eu un excellent rapport qui a été publié en janvier 2020 par la Banque de France et la BRI, qui s'appelle The Green Swan, c'est-à-dire, vous savez, le signe noir. On utilise beaucoup cette image pour les risques majeurs en finance. Là, c'est un signe vert alertant sur le fait que les risques climatiques dans leur dimension financière sont systémiques. Et donc, effectivement, moi, je pense que ça doit passer par de la politique macro-prudentielle verte. C'est-à-dire, dans la mesure où c'est un risque systémique, ça relève du macro-prudentiel. Et alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les banques centrales sont essentielles, notamment pour changer les conventions de marché à travers leur politique de collatéraux, à travers leur politique de refinancement. Par exemple, faire des LTRO ou VLTRO. Il va falloir traduire là aussi. Alors, c'est-à-dire des refinancements à long terme qui s'adressent aux banques centrales et qui soient verts, c'est-à-dire il y a eu récemment un rapport de Positive Money sur cette question qui est excellent. Ça peut passer par le fait de pénaliser dans le ratio de capital des banques le fait de faire des investissements bruns. Moi, je crois beaucoup plus à ça qu'au fait d'alléger le ratio de capital pour les financements verts. Ça peut être avoir des ratios de levier, c'est-à-dire un endettement maximal sur des secteurs qui seraient bruns. Enfin, je veux dire, il y a énormément des réserves obligatoires. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer qui recanaliseraient la finance vers... Vous êtes en train de nous dire quand même, Laurence Yalom, et peut-être vous tous d'ailleurs, qu'il se passe quelque chose quand même. Même à ce niveau, l'urgence. On peut être un petit peu encouragé au positif de ce côté-là. Oui, Louis-Gaëtan Giraud. Pardon. Je voulais juste, en vous écoutant, j'ai rien vu dans BAL 4, là, notre futur BAL 4 pour 2023. J'ai pas vu grand-chose par rapport à ce que vous évoquez. Non, c'est-à-dire que l'industrie bancaire pousse beaucoup pour le green, c'est-à-dire le fait d'alléger les contraintes en capital quand on finance du vert. Ils sont très très contre le fait d'alourdir en capital. Les ratios de levier. Voilà. Et sur reste prudent de ce côté-là. C'est encore pire. Louis-Gaëtan Giraudet, peut-être commentaire sur tout ça. Absolument. Il y a une réalité, moi, que je trouve à la fois encourageante, mais aussi un peu frustrante. La réalité, c'est que ça bouge. Parce que les risques deviennent de plus en plus... ils se réalisent. On n'a plus le choix. Voilà. Et donc, c'est encourageant parce que ça bouge, mais c'est un peu frustrant de se dire qu'il faut attendre que les risques se réalisent pour que ça bouge. Et puis, ça ne va pas assez vite. Et ça ne bouge pas voilà, si l'urgence du sujet, ça ne va pas assez vite. Le sujet est là. Oui. D'autres règles ou peut-être directions qu'il faudrait prendre. Laurence Yalom nous a adressé plusieurs pistes de votre côté. Chez vous, par exemple... Non, je suis assez en phase. Alors évidemment moins allante sur certains sujets, mais je suis assez en phase avec ce qui a été dit. Enfin, moi, je suis pour aussi tout ce qui est subvention, incitation fiscale. Je le vois du côté positif. Et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc on a la loi Pacte quand même qui a
qui a ouvert le sujet en obligeant à mettre une unité de compte qui soit finance solidaire, finance responsable. Donc c'est bien. On a ça, c'est une obligation. On a 3 unités de compte qui doivent obligatoirement être mises dans les contrats en ce sens d'ici 2022. Je pense qu'il faut aller encore un cran plus loin. Autre commentaire sur ces questions, Vincent Alexandre. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a des résistances du côté des établissements, des banques et des États, qui sont encore les points où on achoppe trop? Parce qu'on a parlé, est-ce qu'on a dit que la Pologne avait été la première à venir sur ce mouvement? Je crois que l'Allemagne y vient aussi d'ailleurs, hein, Vincent Alexandre? L'Allemagne très récemment, en fait. Très récemment. D'autres pays aussi quittant l'Europe peut-être? Alors, en Europe, on avait... La Chine. Alors, la Chine. Voilà. La Chine et ça fait partie du sujet quand même. Alors, la Chine, qui a d'ailleurs plusieurs taxonomies vertes, dont... on est bien dans le greenwashing, alors. C'est ça, la Chine, le charbon vert, voilà. Ouais. Effectivement, alors... faut essayer le dialogue interculturel, je sais pas. Non, mais ça, c'est un vrai. Pour moi, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, nous, on peut pousser au niveau de l'Europe un certain nombre d'initiatives. Mais enfin, il m'arrive d'entendre, y compris dans les entreprises, y compris dans certains organismes que je ne citerai pas, pourquoi on va nous contraindre, nous, on va nous rendre moins compétitifs, alors que finalement, ça ne sera qu'une goutte d'eau par rapport à des pays qui ne sont pas régulés et qu'on ne contraint pas autant. Comme la Chine, comme les États-Unis, etc. Et ça, c'est un discours ambiant. On entend pousse pas mal, surtout encore une fois, dans les grandes entreprises, en disant, nous, en nous mettant toutes ces contraintes, on va être moins compétitifs. Et puis quand même, ce qu'on pollue par rapport à tout le reste du monde, c'est rien. Vous voyez, donc je pense qu'il est important d'avoir une politique. Nous, évidemment, à notre main, on n'a que l'Europe, hein, mais que ça monte plus haut, parce que sinon, on donne un peu le bâton pour se faire battre vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas y aller. Sur la Chine, vous êtes clairement sceptique, hein, on vous a entendu. Pardon ? Vous êtes clairement sceptique sur la Chine, on l'a cité parmi les pays. Je suis très sceptique sur la Chine. Hein. Pas sûr, Laurent Cielhomme? Non, c'est un vrai sujet parce que... Intéressant. Sûr que si elle y va... Je ne suis pas sûre parce que typiquement, c'est la grande faiblesse qu'on a, nous, c'est qu'on a des démocraties du point de vue de la transition écologique. Or là, si vous avez un État qui, passant par le plan, annonce une vraie réorientation, ils ont tout à fait les moyens de le faire, en fait, d'y mettre vraiment. Et la Chine est certes le plus gros pollueur, mais ce n'est pas le plus gros pollueur par individu. Enfin, il faut pas par personne, quoi. Et donc, et moi, je pense que c'est une très, très grande nouvelle, en fait, ce qu'annonce la Chine, quoi. Je ne sais pas si ça se fera. C'est-à-dire quoi? De faire investir dans la finance verte non, moi, je parle juste des annonces qu'ils ont fait en termes de neutralité carbone. Hein. Juste en verdissement, d'accord. Pour ce qui est de la finance, la Banque centrale chinoise a fait partie des premières banques centrales qui ont utilisé... Ça ressemble un peu à de l'encadrement du crédit, si vous voulez, mais qui est orienté spécifiquement sur voilà. Jean-Gaëtan la Banque du Brésil, étonnamment. La Banque du Brésil fait partie. Alors là, il faudra voir quand même. Hein. Oui, je suis désolée, mais... Initiative Bolsonaro ou c'était avant lui? Avant. Jean-Gaëtan Giraudet. Oui, donc en fait, avec cette discussion, on est revenu au tout premier point de Laurent Cielhomme, on a un bien public mondial, donc c'est... évident. Tout le monde agit en passager clandestin, donc il y a vraiment ce risque. D'où l'intérêt aussi, pour revenir à une question précédente, d'agir au niveau européen, parce que c'est un peu comme ça qu'on est plus fort. On est plus fort. Et sur la Chine, il faut quand même toujours garder en tête que en Chine, comme il y a beaucoup d'électricité produite à base de charbon, quand on réduit l'utilisation du charbon, on réduit aussi la pollution locale. Oui. Donc, pour les Chinois, c'est vrai, ils ont un intérêt privé vraiment pour eux à faire ces investissements. Donc là, dans notre jargon, on parle de biens publics impurs dans ces cas-là, puisque c'est un impact pour le monde entier, mais aussi très localement. Et donc, forcément, ça rend crédibles les engagements de la Chine. Allez, les derniers mots, Vincent Alexandre, pour vous, on va conclure.
pour pas trop changer avec le début, je vais vous raconter ma vie. Dans une expérience antérieure, je faisais du risque pays. Et en 2006-2007, je suivais en particulier les pays asiatiques et fortement la Chine. Et lors de ma toute première mission sur place, j'avais été vraiment très impressionné de voir que tous mes interlocuteurs à la Banque centrale, au ministère de l'économie, dans tout le monde financier, quand je les interrogeais sur les risques qu'ils identifiaient pour l'économie chinoise, loin avant la question démographique venait la question environnementale. Il y a quand même une asphyxie des villes dont la population surtout a pris conscience. Bien, je pense qu'on peut en rester là en vous remerciant infiniment tous les quatre. On termine avec un tout petit peu d'avance et on vous remercie beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous. Merci à tous. Bonsoir.